l'Église catholique romaine, avec une présentation des positions fortes contre le communisme athée qui était considéré comme un danger potentiel pour la communauté kanak et pour certaines autres. Juste avant lui, ce sera le pasteur Wakaine Wakira, donc, qui va lui nous faire le témoignage de la place de l'église protestante dans la mouvance politique. En deuxième intervention, ce sera Ismet Kurtovic qui va lui balayer un petit peu toutes les grandes étapes historiques qui ont emmené à la naissance de ces deux structures et sans doute peut-être à la fusion qui va emmener l'Union calédonienne. Mais celui qui va ouvrir notre conférence, ce sera un vieux de la région Frenchu. Kanala, c'était aussi, bon, on a des endroits comme ça clés dans la création de ces structures, c'est Païta, c'est Kanala, là où l'émission avait de grandes emprises. Et donc, à cette occasion, nous recevons le vieux François Luno Kawaviano, vous avez bien entendu Luno. Kawaviano, c'est le débiné du père Luno, et c'est lui qui va débuter notre conférence par un petit mot, par ses impressions, par son expérience, et puis parce qu'il a fait beaucoup de recherches sur cette histoire passée. On vous remercie chacun d'être présent. On passe le mot à tous ceux qui nous écoutent. Venez nous rejoindre si vous passez pas loin. C'est pas compliqué, vous rentrez, il y a de la place. Et donc maintenant, c'est parti pour la conférence. Le principe, c'est qu'ils vont chacun se succéder à leur présentation. Et puis après, si vous avez des questions, on viendra vous voir pour un micro pour éclaircir un petit peu toutes les questions que vous avez. Je laisse le micro maintenant à nous, François Luno, Kawaviano. Merci. C'est bon? Voilà. Merci à vous, bonjour à vous. Bonjour les grands chefs du Sud. On ne pas avant moi, on dit. Loubert. Bonjour aux grands chefs, bonjour pasteur, Ismet. Bonjour le grand chef de l'IFO. Bonjour le président de l'Union calédonienne qui est là-bas. Bonjour vous les bébés. Bon, je ne vais pas me citer, vous me connaissez. J'ai tous les ans, les jeunes de la CHICAM. Je crois aujourd'hui il y en a d'autres qui sont là, qui sont papa. À chaque année, fin d'année du congrès de l'Union calédonienne, les gens me demandent de faire un peu l'histoire du prêtre qui est là-bas. Je suis content aujourd'hui parce que vous voyez le monsieur qui est là, le grand chef de Saint-Louis. On a fait l'école ensemble là-bas, on ne peut pas se tromper. D'autres pourront se tromper, même les historiens, mais pas nous deux. Parce qu'on a 70 ans au fond. Voilà les témoignages. La Bible du vieux là. La Bible de Jérusalem, voilà là. Sa croix. Et son livre qui est ici avec le grand chef. Le pèlerin du ciel. Vous voyez les photos là? Vous allez les retrouver là-dedans. Il y en a d'autres aussi qui sont dedans. Que vous n'avez pas avec vous. Que j'ai amené pour vous. Parce que, je l'ai toujours dit, je l'ai fait aujourd'hui 70 ans. Voilà la preuve. On ne peut pas dire n'importe quoi. Pas les preuves sont là. Alors donc, je l'ai dit souvent à tous les jeunes, à nous. Pardonnez-moi, mais maintenant il y a la SLEC avec nous. Pasteur, l'Union calédonienne. Là, l'année prochaine, je tiens à vous confirmer, à Canada, il y aura 70 ans. C'est le vieux qui est là-haut. Il y a quelque chose, le comité parlementaire m'a chargé de vous le dire ici, sur le site, l'année prochaine à Canada. Vous voyez? Et c'est dommage que des fois, nous les vieux, se disaient, au grand chef tout à l'heure, on a une grand-mère, il a presque 45 ans. Mais si un jour elle part, c'est une Bible qui part. Nous aussi. Parce que bien souvent, les jeunes là, on se voit au congrès, mais on ne se voit pas souvent au fait à la maison. C'est ça qui manque. Si vous voulez vraiment savoir l'histoire du pays, et je suis fier parce qu'il y a monsieur l'historien qui est là, maintenant à Combo, de Yaté jusqu'à Belek, en passant par, je ne sais pas moi, il faut avoir les sites, il faut marier au Viatina. Je tiens à le dire ici, s'il n'y avait pas la SLF et l'Union, l'UGALO, parce que c'est la mission protestante, je le répète, c'est les tout la société mission de Londres, pasteur John William et pasteur Becker.
Ils sont arrivés avant. Et nous, catholiques, en 1843, voilà, le 19 décembre. Voilà, l'histoire à nous. Parce que souvent on oublie. Et on rappelle nous. Il est notre devoir de nous le rappeler. Non seulement nous les coutumiers, mais nous les responsables aussi. Voilà. Alors, tout à l'heure, le grand chef de Saint-Louis, il va creuser, lui. Voilà. Il va aller plus loin. Je voudrais dire aujourd'hui à la jeunesse, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est du pays, levez-vous, levez-vous. On dit attendre demain, c'est aujourd'hui, là, tout de suite là. Je ne sais pas quelle heure là, mais levez-vous. Si vous regardez le haut, vous les voyez, on va le revenir, oui. Et par le point, c'est vous. Voilà. Alors tout à l'heure, le fiston est là. Ceux qui voudront venir ici, voilà le pèlerin du siècle. Tout ce que vous voyez sur le vieux, il est dedans. Il y en a d'autres aussi. Et je vous donne le feu vert tout à l'heure, vous allez venir ici pour regarder. C'est ça des photos. Ça, c'est témoin vivant. Voilà. De ce que le vieux, là, vous voyez, le père, là, il a fait. Tout à l'heure, le grand chef, il va vous rappeler l'histoire du petit séminaire de Naketi, Kanala, et puis le grand séminaire, c'est un lien. Comme disait le fiston, si vous avez des questions à poser tout à l'heure, s'il vous plaît, vous allez les poser après. Tout ça. Sur la mission en parlant, nous allons vous répondre. Hein. Mais en tout cas, tout ce que je vais donner la parole à toi, grand chef, ou bien Ismaël, que je souhaite de tout cœur. Nous, on va partir demain, on a 70 ans. Qui dit demain qu'on va partir? Mais venez nous voir, comme ça vous allez écrire. Pas. Les écriteaux resteront, la mémoire resteront, l'homme part, et tout ça doit rester avec nous. On m'a mis un moyen où on va deviner même la marque, moi, comme il y a un coup, on va deviner. Il faut le faire, mais tu vois. La bénie, la quoi qui veut, elle est combien, 70 ans. Et on va deviner. Je vous donne bon courage à vous et que bonne chose. Merci. Oui. Voilà. On remercie M. François Luneau d'avoir venu pour cette première intervention. Vous avez entendu son appel. On reviendra sur son intervention au cours des échanges, au moment des questions-réponses. Mais là, on va continuer avec Ismet Kurtovic. Je me suis trompé tout à l'heure, je m'excuse. Ce n'est pas le directeur du service des archives, mais il intervient en tant qu'historien. Ismet. Oui, bonjour. Avant de commencer, je le fais avec le feu vert de Gérard Daché, je vous transmets les salutations depuis la France de Madame Anne Luneau, qui est la nièce du père Luneau et qui souhaite une réussite à cet anniversaire, parce qu'elle se tient au courant de tout ce qui concerne les commémorations sur son grand-oncle et elle est en liaison avec le comité de Canala. Donc Anne, qui vit, je crois, en Vendée ou en Bretagne, vous salue tous et souhaite plein succès au comité organisateur et au public. Donc, en ce qui concerne l'histoire a des étapes. Hein, on considère qu'il y a des étapes. Eh bien, on parle de Lucalo d'ASRF parce que c'est le début d'une étape. Eh bien, c'est l'étape qui commence après la Seconde Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, il y a un réveil politique général dans le monde, notamment dans le monde colonial, et donc il y a un réveil politique parmi les Kanaks de Nouvelle-Calédonie. Il y a ce réveil, comme nous avons l'habitude de dire, parce qu'il y a des causes profondes et il y a des causes immédiates. Si vous permettez, je vais parler des causes profondes du début de cette étape dans l'histoire politique. Non seulement de la population kanak de Calédonie, mais de la Nouvelle-Calédonie en général. Les causes profondes, il y en a deux principales. Il y en a même trois. La première, c'est que la Seconde Guerre mondiale a été une guerre qui avait une dimension politique. Elle était contre l'idéologie nazie, fasciste, qui était inégalitaire. Et ceux qui faisaient la guerre, les Alliés, donc les Russes, les Américains, les Anglais, les Français, ils souhaitaient la disparition du monde colonial, des colonies, bon, à des degrés divers, colonies françaises, anglaises, hollandaises. Donc il y avait une dimension anticolonialiste dans la Seconde Guerre mondiale.
Ça, c'est une des causes profondes qui font qu'après la guerre, la population kanak va s'organiser et revendiquer de nouvelles libertés, puisqu'il fallait détruire le régime colonial. Naturellement, la population kanak n'a pas besoin de la guerre pour savoir qu'il faut se libérer du régime colonial. Mais il y a en histoire des opportunités, des situations, les choses changent. Donc, je me propose d'être plus précis. Donc, la guerre favorise cela, si vous voulez. Le deuxième élément, on en parle peu, mais entre 1942 et 1946, dans notre pays, comme vous le savez, il y avait la plus grande base militaire du pays le plus moderne du monde, les États-Unis d'Amérique. Ils étaient notamment ici à Païta, dans la plaine ici, enfin partout, presque partout. Et quand vous avez chez vous pendant 4 ans, parce que les Américains sont restés ici jusqu'en 1946, il y avait aussi des Néo-Zélandais. Quand des gens restent chez vous pendant 4 ans, ils vous influencent. Surtout quand ces gens-là ont besoin de vous pour le travail. Quand ces gens-là sont riches, donc vous payez bien, vous soignent, améliorent votre vie quotidienne. Et cela pendant 4 ans. Ce qui fait que pendant la Seconde Guerre mondiale, une majorité d'adultes kanaks, hommes et femmes, finalement vivent une vie nouvelle, plus moderne, avec un peu plus d'aisance. Pendant longtemps, 4 ans c'est long, et bénéficient d'une nouvelle considération. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a besoin d'eux. Ce qui fait que, je donne une illustration de cela, lorsque j'ai préparé mes articles sur ce sujet, je suis allé rencontrer des Mélanésiens, des Kanaks qui avaient travaillé pour les Américains pendant la guerre. Alors, ce travail était fait dans le cadre de l'indigénat, comme on dit, c'était une réquisition. Mais ce monsieur que j'avais rencontré, il me disait qu'au bout des 6 mois du premier contrat, on lui disait, ben maintenant il faut retourner dans ta tribu. Mais il refusait. Il a dit, non, 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 moi je reste. Et donc, les adultes, ils étaient plusieurs milliers, continuaient de travailler pour les Américains, continuaient cette vie finalement. Ce qui fait qu'en 1946, après la guerre, eh bien, on a revendiqué, en somme, ce qu'on avait vécu. Peu ou prou, un peu, moyennement, ou beaucoup, suivant les positions. Certains Kanaks étaient chauffeurs d'élévateurs, chauffeurs de camions, de tracteurs, interprètes, guides, avaient des fonctions qui n'étaient pas toutes subalternes, comme c'était le cas précédemment. Et encore une fois, ils bénéficiaient d'une nouvelle considération. Donc ça a marqué les esprits. Donc il y avait la guerre, et il y avait cette nouvelle vie. Et le fait que, en 1946, au mois d'octobre, la citoyenneté française a été accordée à l'ensemble des Kanaks de Nouvelle-Calédonie. Dans le contexte, ça voulait dire, naturellement, une égalité de traitement. Je cite une petite anecdote qui se passe au conseil, au temple protestant de Nouméa. Il y a une discussion du comité paroissial. Dans ce comité, il y a des Mélanésiens et puis il y a des Européens. Je dis Mélanésiens parce que je suis un peu âgé. Il y a Kanaks. Donc il y a des Kanaks et il y a des Caldoches. Et puis bon, la discussion dérape, et puis il y a un mot de trop qui est prononcé. Et à ce moment-là, il y a un Kanak qui se lève et dit « Non, tu ne dois pas me parler comme ça, parce que maintenant je suis un citoyen français. » Cette histoire montre bien qu'est-ce que ça voulait dire.